Alors bienvenue à Anvers. Donc avec les deuxièmes, on a choisi cette ville pour vous présenter certains monuments qui nous paraissaient importants. Donc moi je vais commencer par vous présenter l'aspect historique de la ville d'Anvers. Mais pour ça il faut d'abord pouvoir localiser la ville d'Anvers par rapport à Nivelles. Donc Anvers se trouve ici, Nivelles se trouve ici. Donc Anvers se trouve bien dans le nord de la Belgique. Alors ça se trouve dans quelle province? Province d'Anvers. Dans la province d'Anvers. Donc bien, la ville d'Anvers c'est bien le chef-lieu de la province d'Anvers. C'est évident mais bon, on sait jamais. Alors, pour avoir une petite idée de la superficie de la ville d'Anvers, elle se trouve en 3e position par rapport à la ville de Tournai et de Plouvin, donc c'est une très grande ville. Alors, la ville d'Anvers est réputée pour son port. Non seulement c'est réputé internationalement, pourquoi? Parce que c'est un port très vaste, très grand et qui a une très bonne position. Donc ici on voit le port d'Anvers, on voit qu'il y a beaucoup de bassins, de canaux, d'écluses. Alors, pour avoir une idée, Anvers se trouve sur la rive droite de l'Escaut. Donc ça veut dire quoi? Que sur une carte que je n'ai pas. Si, on voit d'ici. Ah ouais, donc la ville d'Anvers se trouve ici. Vous voyez bien que l'Escaut traverse la ville d'Anvers et qui va dans ce sens-ci, donc il se jette bien dans la mer. Que donc la ville d'Anvers se trouve bien sur la rive droite de l'Escaut. Ça va? Ok. Alors maintenant qu'on a une petite idée de la localisation d'Anvers, je vais passer plus à l'aspect historique d'Anvers et donc quel âge a Anvers. Donc comme vous voyez, je fais une petite ligne du temps. Donc en fait, des fouilles archéologiques ont été entreprises et ont permis de déterminer que la ville d'Anvers existait déjà à l'époque gallo-romaine, donc 2e, 3e siècle de notre ère, donc ici. Ensuite, on voit que vers 650, au début de la christianisation, Anvers existait toujours, évidemment. Ensuite, des hommes se sont établis sur le Hanwerp. Le Hanwerp, c'est quoi? C'est un terrain surélevé qui a donné le nom à la ville d'Anvers. Et qui donna son nom donc à Anvers et qui s'est établi autour du château fort, le Steen. Donc en fait, toute la population s'est installée autour du château fort et est restée autour de ce noyau. Alors, lorsqu'Anvers devint un poste frontière de l'Empire germanique, donc vers 970, donc on y construisit des fortifications en bois qui par la suite furent transformées avec le château fort, donc le Steen, en pierre tout autour avec des remparts. Donc à la suite de ça, Anvers devient un margravia. Donc un margravia c'est un comté de frontière du Saint-Empire germanique. Alors l'Escaut constituait, donc ici voilà, pour avoir une idée, ça c'est l'ancien Anvers. Donc l'Escaut constituait une frontière et de l'autre côté, de l'autre berge, on retrouve le comté de Flandre. Alors il faut savoir que Anvers a été décrit comme l'une des plus belles villes au monde, mais malgré cela, elle a dû subir une lutte politico-religieuse entre le nord qui était protestant et le sud qui était catholique. Donc du coup, ce qui a entraîné la chute d'Anvers en 1585. Donc en fait, après cette chute, la ville retomba sous l'autorité de Philippe II. Philippe II, c'est qui? C'est le 27e roi d'Espagne. Et suite à cela, comme je vous l'ai dit, le sud était catholique, le nord était protestant, ça a entraîné la fermeture de l'Escaut. Donc, c'est perturbant. La fermeture de l'Escaut, du coup, ça a entraîné une catastrophe économique dans le sens où, à l'époque, en 1570, il y avait 100 000 habitants à Anvers, et en 1590, il n'en restait plus que 40 000. Donc 60 000 personnes qui se sont enfouies. Donc ils ont perdu beaucoup au niveau de l'aspect intellectuel et commercial, ils ont tout perdu en fait. Alors cependant son âge d'or dura quand même jusqu'à la moitié du XVIIe siècle avec des peintres comme Rubens, Van Dyck, Teniers, etc. Alors de 1650 ici au XIXe siècle, il n'y a rien de bien important à signaler à propos d'Anvers, si ce n'est que l'Escaut reste fermé, que la métropole devient une ville de province somme toute ordinaire. Mais cependant, sous l'autorité autrichienne, donc sous Joseph II, ils essayent à maintes reprises de libérer l'Escaut, mais ça ne marche pas. C'est que sous l'occupation française, que l'Escaut est réouvert, même s'il doit faire face à un embargo anglais, cependant l'Escaut est réouvert. Alors, il faut savoir que grâce à l'occupation française, ils ont droit à l'ébauche d'un port qui devient bien moderne. Malgré cela, au niveau culturel, ils subissent le pillage et la destruction. Alors, après la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, suivi une brève réunification avec les Pays-Bas, et une période de sort tout aussi brève qui aboutit avec la Révolution belge en 1830 et donc une nouvelle fermeture de l'Escaut. Alors la navigation fut définitivement libre en 1863. Alors
en excluant les périodes noires des deux guerres mondiales. Le XXe siècle fut pour Anvers un siècle de croissance continue, dans le sens où en 1993, elle reçoit le titre de capitale culturelle de l'Europe. Voilà, donc je vais vous faire un peu l'historique des Juifs et du diamant ici à Anvers. Donc d'abord, je vais commencer par l'historique des Juifs en Belgique. Donc il faut savoir que dans les années 50 et 60, donc du temps des Romains, les Juifs sont venus s'installer ici, donc dans l'actuelle Belgique. Il faut savoir qu'à cette époque, ils étaient déjà persécutés. En 1200, ils se sont installés dans le Brabant. En 1261, le duc Henri III les a expulsés. Après, ils ont continué à subir des persécutions. Il faut savoir, lors des croisades, ils étaient obligés de se baptiser et ceux qui refusaient étaient exterminés. Alors maintenant, je vais vous expliquer. Donc, dans le judaïsme, nous avons les Askénazes et les Séfarades. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Les Séfarades, ce sont les Juifs venant de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Ils sont venus vers le 15e et 16e siècle, car à cette époque-là, en Espagne, il y avait une politique aussi de baptême des Juifs. Et ceux qui voulaient refuser ont fui jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas. C'est pour ça que nous allons retrouver de nombreux Juifs, maranes et crypto-juifs. Alors qu'est-ce qu'un marane et un crypto-juif? Un marane, ce sont des Juifs venant justement de la péninsule ibérique qui... silence s'il te plaît. Qui donc, comme je disais, qui ont été obligés d'être convertis au catholicisme, mais qui secrètement continuent à exercer le judaïsme. Donc ce sont des gens qui, affichés aux yeux de tout le monde, sont baptisés, chrétiens, mais qui en cachette continuent à exercer leur religion. Alors les crypto-juifs, c'est pareil, mais ça regroupe un peu globalement, donc pas simplement les juifs de la péninsule ibérique, ce sont des juifs qui ont été contraints d'être baptisés et qui continuent à exercer leur religion en cachette. Donc ça, ce sont pour les juifs séfarades. Donc il y a aussi les juifs askénazes, qui eux, ce sont les juifs venant de l'Europe centrale, donc Allemagne, ainsi que de l'Europe de l'Est, donc Russie, ancienne Autriche-Hongrie, donc tous les pays slaves. Ils parlent le yiddish. Le yiddish, c'est une langue, un mélange d'ancien allemand, de russe et d'hébreu. Les Askénazes sont venus en Belgique dans les années plus ou moins 1713, car à cette époque, il y avait une politique un peu plus accueillante pour eux grâce aux Autrichiens. Donc voilà, maintenant on a un peu vu les deux différences. Alors il faut savoir qu'ici, à Anvers, ainsi qu'en Belgique, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus ou moins 100 000 juifs en Belgique, dont 55 000 à Anvers et 35 000 à Bruxelles. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y a plus ou moins 26 000 juifs déportés, et dont 25 000 ont été exécutés. Donc après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de juifs ont fui la Belgique, et il ne restait plus que... le chiffre. Plus que 42 000 juifs en Belgique, donc moins de la moitié par rapport à avant la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, comme vous avez vu, on a vu des juifs qui sont un peu particuliers. Il faut savoir, ce sont des juifs qui suivent le judaïsme hassidisme ou hassidique. Donc qu'est-ce que le judaïsme hassidisme ou hassidique? C'est une branche de la religion qui vient du terme hassidou en hébreu, qui signifie piété ou intégrité. Donc c'est un mouvement qui est apparu au XVIIIe siècle
en Biélorussie et en Ukraine. Donc les hassidismes, donc les harédis comme on dit, les gens s'appellent les harédis, ce sont des juifs ultra-orthodoxes. Alors je vais vous expliquer un peu. Donc il y a plusieurs sortes de juifs. Il y a les juifs laïcs qui sont croyants mais pas pratiquants, ils ne rejettent pas la religion. Il y a les juifs traditionnalistes qui pratiquent mais partiellement. Il y a les juifs orthodoxes qui ont une pratique stricte mais qui vivent encore dans la modernité. Et les juifs ultra-orthodoxes ou harédis qui sont... ils suivent la religion de façon hyper stricte. Donc ils ont un refus de la modernité. Donc ils vivent un peu à l'écart pour ne pas être mélangés. Mais il ne faut pas confondre non plus avec les Amish. C'est-à-dire qu'ils continuent eux à utiliser l'électricité, les avions, les voitures, Internet. Mais ils refusent toute modernité comme la télévision, qui est une source de violence et de perversie. Alors, donc oui, comme ils sont ultra-orthodoxes et très conservateurs, ils vont former des sortes de ghettos. Ils vont vivre, reculer un peu des gens, entre eux, donc s'éloigner des non-juifs et des juifs laïcs, pour pouvoir pratiquer leur religion au maximum. Car comme ils sont très croyants, ils veulent suivre la règle des 613 mitzvot. Les mitzvot, ce sont des commandements. Donc dans les 613 mitzvot, il y en a 365 qui concernent « je ne peux pas faire ». Je ne saurais pas vous les citer, il y en a trop. Donc c'est toutes des règles à suivre et à ne pas faire. Et le reste, c'est « je peux faire ». Et comme justement, dans le monde où on vit, tout est un peu perverti et la tentation est trop forte, donc ils vivent à l'écart, dans leur ghetto. Il faut savoir aussi que dans leur religion, la sexualité est un point très important au niveau des femmes, donc très réglementé. Les femmes ne peuvent pas sortir, elles peuvent sortir mais de façon très pudique. Donc elles doivent soit porter une perruque et se raser les cheveux pour ne pas montrer leurs cheveux, soit mettre un voile. Elles ne peuvent pas montrer leurs chevilles, ni leurs avant-bras, donc elles doivent porter des vestes longues. Il faut savoir aussi qu'elles ne peuvent pas être en contact. Elles ne peuvent pas être en contact avec d'autres hommes autres que leur mari ou des gens de la famille, ce qui pose énormément de problèmes pour elles, que ce soit au niveau du travail ou des loisirs, vu qu'elles ne peuvent pas sortir. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour les harédis. Maintenant, je vais vous parler du diamant à Anvers. Il faut savoir que dès le XVe siècle, Anvers a pris la relève de Bruges dans tout ce qui est commerce international. Déjà Anvers à l'époque était, était déjà très réputé pour le commerce des draps venant d'Angleterre et tout ce qui est la revente, ainsi que les diamants. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, c'était principalement l'Inde qui était important dans le diamant, parce que c'est là qu'il y avait les ressources en diamant, c'était là qu'il y avait les principaux tailleurs. Et donc justement Anvers étant, ayant un esprit pour gagner de l'argent et pour s'évoluer, ils vont se rendre compte que le fait de tailler les diamants est très important. Donc dès le XVIIIe siècle, ils vont se mettre eux aussi à tailler le diamant, ce qui va faire qu'Anvers va devenir le numéro 1 mondial du diamant. Alors ensuite, donc sur le XVIIIe siècle, oui, donc fin XVIIIe siècle, on va trouver des diamants au sud de l'Afrique, ce qui va permettre un grand essor d'Anvers. Donc les diamants vont principalement passer à Anvers et tout, donc Anvers va bien prospérer. Alors il faut savoir qu'en 1883, je vais vérifier pour ne pas dire de bêtises, 86 pardon, en 1886, Anvers ayant bien prospéré, il y a de plus en plus de marchands et de commerçants en diamants. Alors à l'époque, ils se retrouvaient dans un café qui s'appelait le Café Flora. Ils se retrouvaient donc dans l'arrière-boutique pour vendre, faire tout le commerce. Mais bientôt, ils vont se retrouver à l'étroit. Et en 1893, ils vont fonder le Diamond Club. Alors le Diamond Club, c'est la première bourse du diamant d'époque. Donc c'est un centre plus grand où tous les diamants vont converger et après être revendus. Ensuite, en 1895, ils vont fonder la Fédération des diamantaires anversois.
qui est l'ancêtre du premier syndicat des diamantaires anversois. Donc, par la suite, Anvers va connaître une crise, qui est la Seconde Guerre mondiale, car du fait de déportation des Juifs, les diamants vont chuter, il y aura de moins en moins de monde pour vendre, et les Allemands vont essayer de s'emparer des diamants anversois. Mais deux diamantaires anversois ainsi que le maire vont faire en sorte de préserver les diamants et vont envoyer les stocks en Angleterre. Alors après la guerre, Anvers s'est plus ou moins refait, a commencé à reprospérer. Mais dans les années 70, ils vont subir un dumping social. Alors qu'est-ce qu'un dumping social? Un dumping social, c'est un peu tout ce qui est dans le commerce, c'est un peu offre-demande, on va chercher qui vend le moins, enfin qui vend le moins cher et tout. Donc les Indiens justement vont se remettre un peu, enfin en Inde, vont se remettre un peu à la vente. Ils vont racheter tous les stocks de petits diamants qui sont pas vraiment utilisables des Anversois. Ce qui va d'abord permettre à Anvers de nouveau prospérer, car il va y avoir une grande vente. Mais après, la concurrence de l'Inde qui va se spécialiser de nouveau dans le diamant. S'il vous plaît, un peu d'attention là-bas. Et vont se remettre à vendre des diamants à meilleur marché. Donc Anvers va perdre un peu de sa notoriété, mais va se rattraper de nouveau. Alors il faut savoir, ici à Anvers, il n'y a pas que des Juifs. Vous aurez peut-être vu, il y a beaucoup d'Indiens, car justement, en se spécialisant, ils vont venir ici en Belgique et reprendre un peu la part du marché. Car il faut savoir qu'en Inde, l'histoire de la taille du diamant remonte d'il y a très longtemps. Et pour vous parler de chiffres, en Inde, il y a plus ou moins 800 000 tailleurs de diamants. Ici en Anvers, il n'y en a que 1800. Vous voyez déjà la différence. Alors, tout en restant dans les chiffres, il faut savoir ici qu'à Anvers, sur les 10 plus grands diamantaires, 6 sont indiens. Donc ça permet un peu de voir les préjugés qu'on a disant toujours les Juifs, mais non, pour le moment, c'est les Indiens qui commencent à reprendre le marché. Et pour terminer aussi avec des chiffres, il faut savoir qu'Anvers est l'exportateur mondial de plus ou moins 50% des diamants taillés et de 85% des diamants bruts. Alors maintenant, on va répondre aussi à une question. Pourquoi on retrouve beaucoup de Juifs dans tout ce qui est diamant? Alors il faut savoir, comme je l'ai dit, les Juifs ont eu souvent une histoire assez chaotique, souvent pour chasser, ils ont souvent dû fuir. Alors tout ça a fait que grâce aussi à un slogan d'époque d'un vendeur de diamants qui disait « Une fortune au creux de la main », les Juifs se sont mis donc dans le diamant. Pour justement, comment expliquer? Le diamant c'est une valeur sûre, c'est pas comme de la monnaie, ça peut être échangé dans n'importe quel pays, c'est petit, ça tient dans les mains, donc ça leur permettait d'avoir du travail, et deux, en cas de crise, ils prenaient leur diamant, leur outil, ils partaient ailleurs, ils refaisaient leur vie, et donc voilà. La maison Ruben, c'est Ruben, c'était quoi? Un peintre. Et son prénom? Henri. Léopold. Ah, c'était Pierre-Paul. Donc on est ici devant la maison de Pierre-Paul Ruben. C'est un peintre flamand du fin 16e, début 17e, qui a vécu à Anvers pour la majorité de sa vie. Donc, il faut savoir qu'il n'est pas né à Anvers, il est né en Allemagne, enfin, dans ce qui est actuellement l'Allemagne, donc la petite ville de Siegen. Donc, son père était un juriste anversois qui a été exilé d'Anvers
à la suite à la fin du XVIe, on est en plein conflit religieux donc, entre le nord protestant et le sud catholique. Le juriste anversois Jan Rubens était calviniste, donc il a été, pour ne pas subir les troubles, il a été s'exiler à Cologne. Ensuite, suite à une intrigue amoureuse, il a fini par être assigné à résidence dans la petite ville de Sigène, et c'est là qu'avec sa femme, ils vont faire naître Pierre-Paul Rubens et juste avant son frère Philippe. Là. Donc, son père, Jan Rubens, meurt. Ensuite, sa mère retourne à Anvers d'où elle est originaire. Elle donne à Philippe et à Pierre-Paul une éducation catholique, alors que son père était calviniste. Donc, c'est pas exactement. Enfin, ils sont passés du protestantisme au catholicisme. Elle les met dans un collège où il étudiera la littérature antique, donc Grèce et romaine, grecque et romaine. Ensuite, il va être placé comme page dans une cour, et c'est à cette époque-là qu'il va apprendre les rudiments d'étiquette. Et pour échapper à l'ennui qui règne dans la cour, il va apprendre le dessin. Il va avoir plusieurs maîtres. Donc on a par exemple Tobias Verhaert, Adam van Noort et Otto van Heen seront les maîtres de Rubens pour le dessin et la peinture. Ensuite, après ces années d'apprentissage, il part pour Rome. Il arrive en Italie en 1600. Voilà. Donc il rejoint la cour du duc de Mantoue. Pour le duc, il va être engagé pour surtout faire des copies. Donc pour le moment, il ne peint pas. Il fait des copies de tableaux connus, mais il ne perd pas de son temps, car pendant qu'il est chez le duc à faire des copies, il en profite pour étudier toutes les facettes de l'art antique grâce aux peintures que le duc conserve dans sa galerie. Ensuite, en 1601, il est à Rome. Donc, souvenez-vous, il a eu une éducation catholique. Donc, en 1601, on est en pleine contre-réforme. Donc, il se sent à l'aise à Rome. Il va continuer à faire son travail de copie, mais il va aussi avoir à Rome sa première commande pour 3 tableaux pour l'église de la Sainte-Croix à Jérusalem. Il va continuer à Rome son travail d'étude des maîtres, et ensuite il va rentrer l'année suivante, il va rentrer à Mantoue. Le duc lui confie alors une première mission diplomatique, car Rubens a été à la fois peintre et à la fois diplomate. Il va partir pour la cour de Philippe III d'Espagne, lui remettre un présent de la part du duc de Mantoue. Mais la première expérience est amère, il n'aime pas ce monde, donc il va rentrer à Mantoue et il va écrire au comte pour lui demander de l'employer sur place, donc à Rome, à des travaux plus adaptés à son talent. Donc, autrement dit, il ne veut plus faire de copies, il veut avoir de vrais tableaux à peindre, de vraies commandes pour de vraies décorations, plus dur copiage. Ça va être accepté, le duc va lui envoyer plusieurs commandes. Juste après, en 1605, il va retrouver son frère Philippe, qui était venu aussi à Rome. À eux deux, ils vont continuer à étudier l'art antique, la philosophie et les peintures. Et en 1608, il va écrire au comte pour lui dire qu'il va rester à Rome. Parce qu'en effet, le comte ne paye pas bien et il vient de recevoir une grosse commande pour les pères de l'oratoire. Juste après avoir écrit qu'il resterait à Rome, il reçoit une dépêche en provenance d'Anvers lui disant que sa mère est mourante. Donc il va rentrer à Anvers sans vouloir y rester au tout début, mais ensuite, la générosité des mécènes aidant, il va finalement rester et s'installer. Son frère, qui était devenu secrétaire de la ville et aussi grâce au bourgmestre, il va pouvoir avoir de nombreuses commandes
Et en 1610, il va pouvoir acheter un terrain dans un des quartiers les plus huppés de la ville. Donc, vous l'avez devant vous. Il va d'abord acheter le terrain et quelques années plus tard, il fera construire non seulement une belle villa, mais aussi son atelier. Donc, il s'est inspiré pour la villa des villas à l'italienne. Ça ne se voit pas très fort sur le devanture, mais à l'intérieur, au moment où nous partions, vous pourrez aller jeter un œil. Il y a un petit trou dans la porte, vous irez chacun votre tour. Vous pouvez bien voir à l'intérieur. C'est une... voilà, comme le monsieur. C'est une villa de style... Une villa de la Renaissance, du style italo-flamand. Il y a juste le portique qui est baroque. Donc, l'atelier fonctionne très bien. Comme je l'ai dit, grâce à son père et au bon maître, il peut avoir de nombreuses commandes. Et l'atelier est très bien rodé. Il a des dizaines d'apprentis qui s'occupent avec lui des tableaux. Ça lui permet de répondre à toutes ses commandes. Il écrit par exemple à un moment devoir repousser la demande de plus de 100 élèves qui voudraient venir étudier sous sa tutelle. Il n'hésite pas non plus à, pour certains tableaux, confier des détails à certains annexes, donc des paysagistes et autres, pour faire les dernières retouches au tableau. Ensuite, il s'est marié peu après être arrivé à Anvers avec une femme qui s'appelle Isabelle Brandt, avec qui il aura 3 enfants, il va vivre 17 ans. Après ces 17 années, elle va mourir. Et suite à ça, il va décider de faire, comme on dirait à l'heure actuelle, un petit break. Et il va partir faire de la diplomatie. Donc, il va se mettre au service de l'infante Élisabeth. Et elle va lui confier plusieurs missions diplomatiques, mais ça ne lui plaît toujours pas. Donc comme il l'écrit, il trouve que la cour est vénale, le roi sans pouvoir, il change d'avis toutes les 2 heures et de pire en pire. Donc ça ne lui plaît vraiment pas. Et pour échapper à ça, il va continuer à peindre. Bien qu'il déteste ça vraiment, il va s'en acquitter et va rentrer à Anvers avec les honneurs. Lorsqu'il est rentré à Anvers, il va entrer dans la dernière partie de sa vie. Donc, il va se remarier. Alors qu'il a 53 ans, il va prendre pour épouse une jeune femme de 16 ans, avec qui il aura 5 enfants. Il dit vouloir reprendre une épouse qui vient de la bourgeoisie, qui n'aura pas peur de le voir les pinceaux à la main, travailler, essuyer, torse nu devant son chevalet. Bien qu'il avait promis de ne jamais y remettre les pieds, mais par respect pour celle pour qui il a servi avant, donc pour l'infante Élisabeth, il va reprendre une dernière mission diplomatique. Il va s'en acquitter, mais priera qu'on ne l'appelle plus jamais pour faire quoi que ce soit d'autre en politique. Ça va lui être accordé. Peu après, l'infante Élisabeth va mourir, et il va donc recevoir une dépêche de son successeur, Ferdinand, qui va lui dire qu'il arrivera à Anvers l'année d'après. Et Rubens est chargé de concevoir des actes de triomphe pour célébrer la venue de ce nouveau dirigeant. Juste après ça, il prit de violentes crises de gouttes. Il va donc faire l'acquisition d'un château dans le Steen pour pouvoir passer les mois d'hiver plus au chaud. Mais malheureusement, en 1640, il va mourir, 8 mois avant la venue au monde de son dernier enfant. Et sa vie va s'achever ainsi.
Non, non, pas rentrer dans la maison, mais ici devant la maison Mercator Ortelius. Donc entre Mercator et Ortelius, est-ce que vous connaissez une de ces personnes? Aucun des deux? Non. Mercator, oui. Voilà, exactement. Il n'y a pas quelque chose que vous connaissez à propos de Mercator? Ouais. Là, je devais oui. La projection Mercator. Voilà. Donc, la projection de Mercator, c'est la projection d'un globe cylindrique sur une carte plane, où tous les parallèles et les méridiens sont des lignes droites, qui vont donc faciliter la navigation pour les marins. Le problème de cette projection, comme tous les parallèles et tous les méridiens sont des lignes droites, qu'est-ce que ça va être? Oui. Si tous les parallèles et les méridiens sont des lignes droites. Voilà, les distances ne seront pas respectées. Il va y avoir un étirement nord-sud et est-ouest. Et donc on ne pourra pas aller jusqu'au pôle, parce que ça va être infiniment haut ou infiniment bas pour le pôle sud. Donc Mercator, lui, il ne vient pas d'Anvers, il est né à Rupelmonde, c'est un petit village pas très loin d'ici. Donc il est né en 1512 et est décédé en 1598 à Duisbourg. Il a fait ses études à l'université. De Louvain, sous la direction d'un astronome, Frisius, qui va lui apprendre, qui va l'initier à former des cartes et des globes terrestres. Et en 1538, il va sortir sa première carte du monde. Ensuite, à partir de 1552, il va accepter une chaire de cosmographie à l'université de Duisbourg. Donc Duisbourg, c'est en Allemagne. Et donc c'est en 1569 qu'il va mettre au point sa projection dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, Ortelius, je suppose que personne ne connaît. Donc Abraham Ortel, qui était lui un Anversois de naissance. Il est né en 1527 et est décédé en 1598 ici à Anvers. À 12 ans, son père meurt et il va être élevé par son oncle. Et donc à partir de là, il va arrêter ses études et entrer dans un atelier de gravure de cartes. Donc, il va donc faire de la gravure de cartes. En 1547, il va entrer dans une guilde, la guilde de Saint-Luc, pour faire de l'enluminure de cartes. Donc c'est toujours tout ce qui est technique par rapport à la fabrication des cartes. Et chaque année, il va aller au marché de Francfort, qui est un des plus grands marchés de l'époque. Et c'est là qu'il va rencontrer Mercator en 1554. Et il va, suite à leurs échanges commerciaux, il va commencer à se lier d'amitié avec Mercator. Et il va se faire plusieurs amis donc, dans le monde de la géographie. Et dans les années 1560, il va faire plusieurs voyages en Europe. Et en revenant de ces voyages, il va profiter de toutes ces expériences pour créer un atlas qui sera plus facilement lisible pour les marins et plus complet. Enfin, c'était le premier atlas, donc ce sera plus complet que tout ce qui avait pu être fait avant. Donc son atlas sortira en 1570. Il est dédié au roi Philippe II. L'atlas, c'est le Theatrum Orbis Terrarum, qui compose 53 cartes. Donc cet atlas va être va avoir un succès très, très grand,
parce que justement c'est le premier, parce que les cartes sont plus faciles à utiliser, les marins ont plus facile à manier les cartes, à voir les directions qu'il faut prendre. Et donc il va déjà avoir une deuxième édition l'année de sa sortie. L'année d'après, il va avoir une troisième édition latine, une édition flamande, et ça va s'enchaîner ainsi pendant toute la vie d'Abraham Mortel. Il va y avoir 25 éditions, et il sera encore édité après sa mort jusqu'en 1612. Et en fait, cette maison-ci, Abraham Mortel l'aurait habitée vers la fin de sa vie. En fait, c'était pas sa maison à lui, c'était la famille de Dequereux, qui est une famille alliée à sa famille. Et il va y habiter donc à partir de 1592 jusqu'à 1598. Maintenant, donc, nous avons parlé de cartographe, de géographie. Nous sommes au XVIe siècle. Alors, dans quel contexte cela s'inscrit ? Pas avant, c'est pendant les grandes découvertes, oui, exactement. 1492, la découverte de l'Amérique. Voilà, Brice. Voilà, donc nous avons une carte du monde. Comme vous le voyez, ce n'est pas une projection de Mercator, parce que les méridiens et les parallèles ne sont pas des lignes droites. Donc les grandes découvertes, pourquoi a-t-on voulu aller faire toutes ces découvertes? Pourquoi les a-t-on fait en fait? Vers les Indes, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait aux Indes? Les épices, par exemple. Donc, voilà, on cherchait un autre chemin pour aller dans toute cette région-ci. Il y avait des épices et de la soie aussi, par exemple en Chine, au Japon, etc. Donc, en fait, en 1453, quel est l'événement qu'on apprend dans les manuels d'histoire? 1453. Non? La prise de Constantinople par les Ottomans. Donc, Constantinople, c'est Istanbul, aujourd'hui. Et donc, toute la route terrestre qui menait en Chine était contrôlée par les Ottomans. Donc les Ottomans sont musulmans. En Europe occidentale, nous sommes chrétiens. Donc ça pouvait créer des conflits. Et la route maritime, donc tout ce qui est la mer Méditerranée, etc., ce sont les Italiens qui contrôlent, avec Gênes, qui est une des plus grandes puissances maritimes. Donc, ils vont essayer de chercher d'autres chemins pour atteindre les Indes. Donc vous avez le plus célèbre qui est Christophe Colomb, qui a donc voulu arriver aux Indes en passant par l'ouest, parce qu'il était sûr que la Terre était ronde, et il pensait que ce serait peut-être plus rapide de passer par l'ouest. Donc il est parti d'Espagne, et a parcouru son chemin donc, vers l'ouest, et il est arrivé donc à Cuba en 1492. Donc ça c'était pour les Espagnols. Les Portugais maintenant, eux, ils ont décidé de passer par le sud de l'Afrique. Ils se sont dit l'Afrique ça ne doit pas être si grand que ça. Et si on contourne l'Afrique, on arrivera aussi rapidement en Inde. Donc Diaz, à partir de 1487, donc il est parti du Portugal. Il a suivi les côtes africaines et il a fait le tour de l'Afrique pour arriver aux Indes. Donc en Afrique, c'est pour ça que vous trouvez des pays où on parle le portugais encore aujourd'hui. Vous avez des exemples de pays? Non, on parle portugais. Donc vous avez par exemple l'Angola ici, vous avez le Mozambique. Donc voilà. Et les Portugais en fait,
quand il s'établissait, il mettait en place des comptoirs de commerce. Ils n'allaient pas vraiment à l'intérieur des terres, c'était plus des arrêts pour pouvoir continuer leur chemin plus tard. Ensuite, vous avez en 1500 Cabral, qui est aussi un Portugais, qui a voulu, lui, trouver un chemin où les vents seraient meilleurs pour arriver au sud de l'Afrique. Donc il s'est éloigné un petit peu des côtes, et sauf qu'au lieu de l'emmener dans le sud de l'Afrique, les vents l'ont dévié et il s'est retrouvé au Brésil. C'est comme ça que les Portugais ont découvert le Brésil, et c'est pour ça que le Brésil est un pays où on parle le portugais aujourd'hui. Ensuite, comme autre grand navigateur, vous avez Magellan. Vous connaissez Magellan tous. Pourquoi? Voilà, le premier tour du monde. Donc Magellan était aussi un Espagnol qui a voulu donc passer par le sud-ouest. Donc il est passé en dessous du cap de l'Amérique du Sud, et il a fait donc le tour du monde en passant par le Pacifique. Il est arrivé aux Philippines, donc ici. Et là, bon, il a eu quelques problèmes, il s'est fait tuer. Et donc, son équipage est reparti vite fait en Espagne. Et le premier tour du monde a été bouclé comme ça, donc entre 1519 et 1522. Eh bien voilà. Ah non, qu'est-ce qui a permis aux grandes découvertes de se faire? Qu'est-ce qu'il faut pour savoir que des bateaux? Des progrès. Il faut un bateau, n'importe quel bateau. Si tu prends ta pirogue, Les bateaux qui partent dans le... oui, la Pinta, la Santa Maria, c'était quel bateau ça? Les caravelles, d'accord. La boussole aussi. La boussole aussi, d'accord. Donc la boussole, elle a été perfectionnée vers 1300 par les Italiens. C'était un ustensile amené de l'Orient par les Arabes. Il y a l'astrolabe portugais aussi. Donc l'astrolabe, ça sert à viser l'étoile polaire. Voilà ce qui permet de calculer la direction directement à l'aide des tables, etc. Ensuite, il y a eu la mise au point du gouvernail des tambours qui pivote sur des charnières fixes et qui permet une navigation plus facile, avec une direction plus facile des navires. Et donc, il y a la caravelle qui est à la fois, qui est par rapport aux galères qui étaient rapides mais trop basses, et aux nefs qui avaient de hauts bords mais qui étaient très lourdes et très lentes. Et c'est un peu un mixte entre les deux. Et donc vous avez les caravelles sont des sortes de nefs allégées, donc vous avez de hauts bords. Ils sont assez rapides vu qu'ils font 5 nœuds. Je ne sais pas si vous avez déjà vu voilà la valeur des nœuds. Pardon ? Voilà, donc vous faites 5 fois 1,852 et ça vous donnera la réponse en km/h. Donc ce sont des nefs allégées de 3 mâts, 5 voiles qui font 30 mètres maximum et qui sont beaucoup plus maniables que les autres vaisseaux. Donc voilà, c'est tout pour... Oui, par là. Un peu de silence. Vous vous trouvez au pied de la statue de Silvius Brabo, qui était un soldat romain. Il est en train de jeter une main. Si vous avez bien remarqué, la main vient de ce cadavre-là. Ah ouais. Celui qui est juste derrière toi. C'est de la pâte. C'est le cadavre du géant Antigone qui rançonnait les bateaux sur l'Escaut et qui les coulait s'il ne payait pas. Heureusement, un Romain est arrivé, lui a coupé la main et l'a jeté dans l'Escaut. Est-ce que quelqu'un a des notions de néerlandais dans l'assistance? Et comment on dit la main en néerlandais? Et jeter.
Werpen. Ah. Antwerpen, voilà ma vision des choses. C'est de là que ça vient, ce nom, de la légende de Sylvius Brabo. Ah, parce qu'il y a... Non, pas que de moi. La version officielle du site, par exemple, d'Anvers, propose celle-là. À l'origine, cette statue était plus petite et était située là-haut, à l'hôtel de ville, à la place de la Vierge. Regardez bien, ici la Vierge a été rajoutée par les jésuites par après, à la contre-réforme, parce qu'une statue d'un soldat païen, c'était pas d'actualité. Continuons sur l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous pouvez remarquer par exemple sur les colonnes? Non, les colonnes, je parle. Les différentes colonnes à chaque étage. Je dirais des marques. Par exemple, le premier étage, de quel type ça pourrait être? Combien y a-t-il d'ordres grecs dans l'architecture? 3. Le premier est d'ordre dorique, c'est le plus simple. Ensuite, on a l'ionique, avec les volutes sur le chapiteau. Troisième étage, c'est l'ordre corinthien, avec des feuilles d'acanthe et un chapiteau très fourni. Quatrième étage, c'est une invention de la Renaissance, c'est l'ordre composite, qui est un mélange des trois autres. On voulait faire grandiose, c'est fait. Alors au troisième étage, ce qu'on peut voir aussi, c'est 3 blasons. Qui pourra me dire celui de gauche, c'est lequel? C'est le plus connu. Non plus. On voit sur les armoiries de Belgique, oui, mais c'est pas celui-là. Le drapeau jaune qui est juste devant nous. Ça n'a rien à voir avec le drapeau jaune qui est juste devant nous. Non. À gauche, c'est le blason du duc de Brabant. Anvers faisait partie du duché de Brabant. Au centre, c'est les armoiries du roi d'Espagne Philippe II. Et à droite, les armoiries du duc d'Anvers. Donc au centre, j'ai parlé de la Vierge. À gauche et à droite, on a la justice et la prudence. Et tout en haut, un aigle romain. En rapport avec la statue, mais au départ, la statue était là-haut. En voyant tout ça, de quel style ça pourrait être Roman. Ce n'est pas roman, non, du tout. Gothique. Non plus. Avec un rapport à l'Antiquité. C'est beaucoup plus tard. Donne-moi un gauche. Regardez, tout en haut, on ne la voit pas d'ici, mais cette construction a été faite en 1564. Voilà, Renaissance. Au départ, cette construction aurait dû être gothique, mais ils ont préféré plutôt construire des forteresses à l'époque, car ils étaient en guerre, et puis ils ont construit ceci dès qu'ils ont eu de l'argent. Pour financer le bâtiment, on voit ici tout plein de portes, eh ben, c'était justement des magasins qui étaient loués, et la ville a pu financer comme ça son bâtiment. Aussi un rapport avec l'Antiquité, où il y avait souvent des boutiques dans certaines grandes maisons tout en bas, comme les îles Soulaï. Moi j'ai déjà vu une photo où j'étais tous remplis. Ça dépend pour les cérémonies, par exemple. Ici ils ont mis la base. Puis après vous voyez tout autour de la place les maisons des corporations. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup plus qu'à Bruxelles. C'était pendant l'âge d'or d'Anvers. Les corporations étaient tellement riches qu'ils ont pu se construire des maisons pareilles. Avec toutes les dorures que l'on voit. Ils sont aussi du style Renaissance. Il y en a jusqu'au bout de l'allée.
Bon ben nous voilà donc devant la cathédrale d'Anvers, donc cathédrale Notre-Dame d'Anvers, Hans Lieve Vrouw Cathédrale, en flamand, en néerlandais. Alors c'est une cathédrale qui a été construite en 170 ans, donc de 1352 à 1521. À la base en fait vous aviez donc, c'était au Xe siècle, vous aviez une chapelle romane, donc une petite chapelle à l'emplacement de la cathédrale. Après, donc, en 1124, vous avez une église qui a été bâtie à cet endroit-là. Donc, quand la paroisse d'Anvers a été fondée. Et par après, donc, oui, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que par après, donc, on va construire une église, après une grande église. Ça, c'est, en fait, à la base, la cathédrale d'Anvers est une église. Alors, est-ce que quelqu'un sait la différence entre une église et une cathédrale? La taille, faux. La chaîne, je sais pas qui là. Ça s'appelle comment? La chair, presque. Le Père Lachaise. De l'évêque, la chaîne. C'est la chair de l'évêque en fait. Chaire de l'évêque, voilà. Voilà, donc la cathédrale, donc l'église Notre-Dame d'Anvers va devenir la cathédrale quand, quand l'évêque va venir prendre sa chaire dans la cathédrale. Donc ça va devenir le siège de l'évêché d'Anvers. Ok. Alors, ce qui va se passer donc vers 1550, donc c'est à ce moment-là que l'église devient une cathédrale. Charles Quint va même vouloir essayer de faire des agrandissements, mais que je me souvienne, au XVIe siècle, en 1553, je pense, il va y avoir un incendie qui va totalement arrêter les projets. Alors, cette cathédrale va être ravagée et pillée de nombreuses fois. Deux premières fois, donc en 1566 et 1581, quand les iconoclastes calvinistes, donc ce sont des protestants, vont venir ravager l'église. Et une deuxième fois, donc fin XVIIIe siècle, quand lors de la Révolution française, les pillards vont s'en prendre au bien ecclésiastique, donc ils vont s'en prendre à la cathédrale. Et aussi donc au XVIIIe siècle, en 1801 exactement, la cathédrale va perdre donc son siège, ne va plus devenir une cathédrale, mais va redevenir simplement une église, à cause du concordat qui est passé entre Pie VII, si je me souviens bien, Pie VII et Napoléon. Donc ça sera à vous de voir si ça vous rappelle quelque chose. Et au bout du compte, Anvers redevient donc un évêché en 1961 seulement. Donc la chaire de l'évêque est réinstituée. Donc ça c'était pour la petite partie historique. Alors nous avons différents styles sur cette cathédrale. On peut regarder à la limite dans la cathédrale. Alors celle-ci, elle fait partie de ce qu'on appelle, donc déjà c'est quel style? Cathédrale gothique d'office. Et il y a une petite différence, on appelle ça du gothique brabançon. Alors est-ce que quelqu'un saurait me dire une petite différence par exemple avec la cathédrale Notre-Dame? Donc elle ressemble un peu fort donc, au style gothique français. Il n'y a pas de gargouille. J'ai entendu? Il n'y a pas de rosace. Pas de rosace. Donc on a des vitraux, mais on n'a pas la rosace au centre. Que si vous rentrez dans Notre-Dame, vous la voyez bien clairement. Ça c'est premièrement. Alors les autres traits du style gothique, de l'architecture gothique, comparé par exemple au roman. Des gargouilles. Bon, on va avoir des gargouilles, déjà on va avoir plus de froufrou. Autre chose, qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce qu'il y a beaucoup de vitres ou pas? Non. Enfin là normalement je parie qu'il devait y avoir des vitraux. Là ça devait être tout des vitraux tout ça. Ça veut dire que par rapport à la construction au bloc, quelle méthode, normalement vous devez l'avoir vu, quelle méthode va permettre de pouvoir construire plus en hauteur? De pouvoir bâtir plus en hauteur. Pour les pyramides? Les pilotis, Non, la pierre angulaire. les arcs, Les arcs. Regardez un petit peu, allez, vous avez cette fenêtre là, regardez un petit peu l'angle. Est-ce que vous avez un beau demi-cercle? il y a la clé de La clé de Non, voûte, ouais. clé de voûte. Donc ce sont des arcs ogives. C'est des ogives simplement. Et le fait d'avoir une ogive, ça va pouvoir mieux répartir le poids et on va pouvoir construire plus en hauteur. Donc on a un élan vertical, voilà. On va avoir une grande présence de vitraux. Alors à la différence des églises romanes, les églises romanes qui sont fort présentes dans le sud de la France où on a beaucoup plus de luminosité, dans tous les pays du Nord, on va avoir beaucoup plus de cathédrales aussi. Ce qui va se passer, c'est qu'on a moins de lumière. Il fait souvent un temps beaucoup plus nuageux, pluvieux. Donc on va avoir besoin de plus de vitres pour faire pénétrer plus de lumière.
Alors il y a aussi, mais donc par rapport à la lumière, ça on ne le voit pas d'ici et j'espère qu'on pourra le voir dans l'intérieur. En fait on va avoir une tour à fenêtres, une grande tour, où il y a des fenêtres à 3 étages qui se situent au milieu, pour justement apporter de la lumière à l'intérieur, donc de la cathédrale, à l'endroit où justement il fait le plus sombre. Donc fort au mur. C'est quelle forme les arcs-boutants? Un arc-boutant, donc un support qu'on va mettre contre un mur. Vous voyez pas? Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, il y en a, quasiment sur toutes les cathédrales, il y en a. C'est fait pour pouvoir construire justement plus en hauteur. Parce qu'il y a plus de poids qui va être réparti sur les murs. Et s'il n'y avait pas ces arcs-boutants, ben, les murs ils partiraient sur le côté et la cathédrale tombe. Donc voilà, ça c'est les traits principaux. Et on a aussi des pinacles qui sont au-dessus des arcs-boutants, qui est fait pour remettre plus de poids, pour stabiliser tout l'édifice. Voilà. Alors nous avons aussi donc la tour nord représentée ici, donc 123 mètres, mais ça c'est pas vraiment important. En quel style dérivé du gothique est-ce qu'on pourrait la qualifier? Non, c'est un style dérivé du gothique, donc c'est gothique quelque chose. Comme tantôt tu l'as dit. Non, c'est pas vraiment sombre. Non. Flamboyant, ça vous dit rien? Non. Si, Gothique flamboyant. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une caractéristique du gothique flamboyant par rapport au gothique simple? En fait, il y a beaucoup plus de faux. Ouais, non, mais On voit je veux dire, ouais, il y a plus de priorité. voilà, on voit surtout sur la partie supérieure que c'est beaucoup plus travaillé. Donc ça, on appelle ça du gothique flamboyant. Ah oui, à savoir aussi, ça je l'ai zappé, je ne vous l'ai pas dit. Donc cette cathédrale va accueillir de nombreux styles. Donc on va pas seulement avoir du gothique brabançon, du gothique flamboyant, on va aussi avoir du néo-gothique, du néoclassique et voire même du baroque. Parce que la cathédrale, donc à chaque fois qu'elle a été pillée, incendiée ou autre, ben, ce qui va se passer c'est qu'on va la reconstruire et par exemple on va même retrouver donc, sur le dallage, regardez bien au sol quand on va rentrer dedans, sur le dallage vous allez voir c'est des pierres tombales qui ont été utilisées pour faire le dallage. Ouais. Donc voilà, je pense que dans un sens, enfin pour une première partie c'est bon. Alors quand vous allez rentrer dans la cathédrale, il y a 4 grandes œuvres de Rubens qui sont exposées. Ça, ce sera pour le petit questionnaire, le petit quiz à la fin, vous aurez à les remplir. Donc notez juste les noms sur un bout de papier. Je viens de dire. Non, ça c'est quand ils le mettent en croix. L'érection, ça c'est l'érection et ça c'est la descente. Voilà, descente de croix et résurrection et l'autre, je ne sais plus. Ok, tout simplement, je pense que c'est simplement une bière. Qu'est-ce que vous remarquez d'autre? Ce qu'on a vu pour l'hôtel de ville, qu'est-ce que vous voyez sur les différentes colonnes? Les colonnes. Ah, c'est les mêmes? Ah. Mais pas la même matière. Les colonnes du dernier étage en haut, le chapiteau de la colonne, c'est le même que celui des derniers étages de l'hôtel de ville. Est-ce que c'est les mêmes dans les différents étages? Non.
Donc, ça change. Quels sont les trois styles dans la Grèce antique? Quels sont les trois styles dans la Grèce? Donc, quels sont les trois styles classiques? Corinthien, Vas-y, plus fort pour que la caméra entende. il y a corinthien, hellénistique, non, c'est pas un style. Quelqu'un peut l'aider? Un ionique, voilà, c'est ça. Ionique et L'autre, je sais pas. le dernier? Classique. Non. Non, personne ne peut l'aider. Dorique. Et qui peut me dire lesquels sont les doriques? Les doriques. Les doriques. Les premières. Pourquoi? Non, c'est parce que c'est là qu'elles sont les moins décorées. Et plus on monte, plus elles sont décorées, plus elles sont peaufinées, plus elles sont, je dirais, complexes. Donc ce qu'on peut voir aussi sur la façade, c'est le sigle IHS avec la sculpture autour qui a été faite par Rubens. Donc IHS qui est non seulement le sigle des jésuites, mais en plus c'est les trois lettres grecques qui veulent dire Jésus. De plus, certains veulent dire que c'est Jésus, sauveur de l'humanité, donc Jesus hominem salvatore. Donc, ici, maintenant, je vais vous présenter l'histoire même de cette église. Avant la construction de cette église, il y avait déjà une chapelle et un collège ici. Une chapelle et un collège où on enseignait la théologie, la philosophie et les mathématiques. Donc il y avait déjà ça ici qui était pour les jésuites. C'est d'ailleurs ce collège-là et cette chapelle-là qui ont déterminé l'endroit de la construction de l'église. Ensuite, on a décidé de construire une église ici justement parce que c'était un des endroits qui tenaient le mieux à la réforme, donc aux protestants et au calvinisme, aux luthériens. Donc voilà. Cette église fut construite entre 1615 et 1621 par le recteur du collège, donc François d'Aiguillon. Après sa mort, c'est Peter Huysens qui a pris le relais pour la construire. Il faut savoir que cette église a coûté très cher parce que vous voyez toute la décoration et après quand on rentrera à l'intérieur, parce que c'est gratuit donc on rentrera après, vous verrez que c'est aussi très bien décoré. C'est une église qui est vraiment splendide. Et elle a été consacrée à la Vierge Marie et en même temps à Ignace de Loyola qui sait me dire qui est-ce? Non. En fait, c'est le fondateur de la compagnie de Jésus, donc des jésuites. Les jésuites qui fut le fer de lance, entre guillemets, du pape pour, lors de la contre-réforme, donc pour essayer de garder les fidèles qui allaient de plus en plus vers les réformés, donc les protestants, les calvins, etc. Et voilà. Entre 1621 et 1625, on a reconstruit parallèlement à la nef deux chapelles, une à gauche et une à droite. Une qui a vraiment été beaucoup plus consacrée à Marie et l'autre qui a été beaucoup plus
consacrée à Ignace. Donc il y a la nef principale et autour il y a 2 chapelles. Ce qui est superbe à voir, et ça on rentrera tout à l'heure, c'est la chapelle consacrée à Marie. Et où il y a encore tout le plafond qui a été décoré par Rubens, ainsi que des statues. C'est très décoré, il y a énormément de sortes de marbre. Il y a du marbre de Rance, donc en Belgique, pas très loin de... d'autres mardes, des statues, enfin ça on verra après. Ensuite, après la construction, malheureusement, en juillet 1718, il y a eu un orage. L'orage a frappé le grenier de l'église et toute la nef centrale a brûlé. Donc il y avait 39 peintures de Rubens qui sont volées en fumée. C'est dommage, mais elles sont volées en fumée. Ainsi que toute la décoration de la nef qu'il a fallu refaire après. Et heureusement, le chœur, toutes les dépendances, donc tous les bâtiments derrière, et les deux chapelles n'ont rien eu, donc ont échappé aux flammes. Mais pendant 3 ans, il a fallu reconstruire l'intérieur, donc les colonnes. Mais il n'avait plus vraiment les moyens de la reconstruire comme elle était avant, donc elle a été un peu moins bien décorée. Et donc voilà. Et puis après, il se passe la dissolution de l'ordre jésuite à qui appartenait cette église. Parce que l'opposition fut tellement forte contre eux. Non seulement il y avait les athées et les laïcs, mais en plus il y avait d'autres catholiques, donc les jansénistes, qui étaient contre. La pression était tellement forte que le pape, par le pape Clément XIV, qui a décidé de tout simplement supprimer l'ordre. Cette église-là fut mise en vente quelques années plus tard. Et elle est devenue en vente publique. C'est ainsi qu'il y a énormément de peintures à l'intérieur de Rubens ou d'autres œuvres d'art qui ont été rachetées par les Autrichiens et qui sont arrivés à Vienne. Ensuite, l'église devient un lieu de catéchèse, donc c'est à ce moment-là, donc tout ce coin-ci devient un lieu de catéchèse, donc c'est l'ensemble. Donc c'est l'ensemble des pratiques, des connaissances catholiques. Donc voilà, ça devient un lieu de catéchèse. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a renommé l'église Charles Borromée, qui est en fait l'archevêque de Milan, neveu du pape Pie IV, neveu du pape Pie IV, qui participa au Concile de Trente et qui a énormément travaillé pour la réforme, donc pour aider... non, pour la contre-réforme, donc dans la contre-réforme, donc pour empêcher les gens de partir vers les protestants, c'est lui qui a participé à la réforme de l'Église. Et Et donc c'est en hommage à lui qu'on renomma cet endroit l'église Charles Borromée, qui lors de sa sanctification devint l'église Saint-Charles Borromée. Ensuite, il y eut l'occupation de la Belgique par les Hollandais. À ce moment-là, les Hollandais voulaient faire de cette ancienne église jésuite un temple protestant.
à ce moment-là, les Anversois se sont dit, ça va pas la tête, non, ça peut pas, on peut pas transformer cette église jésuite en temple protestant. Donc ils se sont tous cotisés et ils ont racheté l'église. Ils ont racheté l'église et ils ont corrigé à cet argent pour faire une première rénovation de la façade. Une première rénovation de la façade. Donc vous vous rendez compte que les Anversois ont donné de l'argent pour racheter leur église, pour ne pas qu'elle tombe aux mains, entre guillemets, des protestants. Et enfin, dans les années 80, on a vraiment cette fois-ci restauré de façon fidèle toute la façade. C'est d'ailleurs, ça se voit encore très bien. Une des dernières choses à propos de la façade, les quatre personnages au-dessus sont les auteurs des évangiles. Donc, qui peut me dire qui a écrit les évangiles? Luc, Marc, Jean, Matthieu, Marc et Jean. Ouais. Et en dessous, c'est Saint-Pierre et Saint-Paul qui sont représentés. Les différents confessionnels qu'on voit. On peut aussi voir des petits fours gardiens, ici en pointe. Et puis, je pense que il faut savoir aussi que la famille qui a financé cette chapelle est enterrée en dessous. Donc on a enterré sous l'autel la famille qui a aidé à faire financer cette chapelle. La famille. Donc ici c'était la chapelle consacrée à Marie. Non? Qu'est-ce que tu penses? On sort c'est vraiment 5h17 là. Ben on dit qu'on ouvre la gueule. Allez, vas-y, ouais. On passe de la nouvelle bourse. Mais qui dit nouvelle bourse dit Nouvelle bourse. ancienne bourse. Voilà. Donc avant de parler de la nouvelle bourse, je vais vous parler de l'ancienne bourse. Elle n'était pas ici, mais bon, on va pas y aller parce qu'elle n'existe plus. Alors il faut savoir qu'au fin 13e, début 14e siècle, la ville d'Anvers a commencé à avoir un petit marché. Donc au départ c'était juste un petit marché local où les gens vendaient, achetaient. Puis progressivement, ce marché s'est un peu agrandi. Ils ont construit une maison donc, qui s'appelle la Bourse. Parce qu'à l'époque il faut savoir que les maisons, on leur donnait pas de numéro, on appelait les maisons par des noms. Donc ensuite cette bourse, donc la bourse, elle était située à la Bullinkstraat, qui se trouve là-bas. Donc c'était un petit marché local qui s'est progressivement agrandi. Alors à l'époque on l'appelait l'ancienne bourse, pardon, à l'époque on l'appelait pas l'ancienne bourse, c'est de nos jours qu'on l'appelait l'ancienne bourse. Elle s'appelait la bourse des Merciers. Alors cette bourse a commencé à s'agrandir et la ville d'Anvers, on en a construit une autre en 1452. Donc cette bourse, on l'a appelée l'ancienne bourse numéro 2, parce qu'il y en avait deux. Alors, pas le marché, c'est pas le marché. Et, excusez-moi. Voilà, cette bourse était construite en bois. Et en 1515, l'architecte Domien Wakemakerö a rajouté une partie en pierre.
Alors cette partie était de style des influences italiennes, donc c'était du style de la Renaissance. Donc Anvers a continué à avoir son essor, donc la bourse est devenue de nouveau trop petite. Donc en 1531, on a redemandé à Domien de reconstruire une nouvelle bourse. Donc en 1531, il y a la construction d'une nouvelle bourse qui se trouve donc ici. L'ancienne a été donc démolie en 1541. Donc maintenant je vais vous parler de la nouvelle bourse. Donc, elle a été inaugurée en 1532, donc il lui a fallu un an de construction. Elle servait donc pour tout ce qui était échange. Il faut savoir qu'elle a été construite extramuros, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la ville d'Anvers s'arrêtait avant ici. Donc vous voyez actuellement, elle est grande, on a la gare qui se situe là-bas. Avant, la ville d'Anvers se situait par là-bas, où il y avait la grande place et tout. Et cette bourse a été construite donc extramuros. Voilà. Oui, donc c'était donc Domien qui l'a construit sous un nouveau style qui a inspiré de nombreuses constructions européennes, dont à Londres le Royal Exchange. Désolé pour mon accent anglais. La bourse de... Alors, vous ne voyez rien de particulier sur la façade. Quelle année lisez-vous? 1872. Et j'ai dit qu'elle a été construite en quelle année? Combien? 1531, le début de construction, 1532, l'inauguration. Alors pourquoi d'après vous, on voit écrit 1872 dessus? Oui, rénovation, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu y arriver? Un incendie, exact. Donc il y a eu ici un incendie en août 1858, pardon. Il y a eu un incendie. Donc on a fait appel à l'architecte Jos, excusez-moi pour le son, Scade, qui a reconstruit tout le bâtiment sous un style néo-gothique. Donc Martin vous a déjà parlé du style gothique. Gothique, ouais. Voilà. Donc le style néo-gothique, c'est apparu en Angleterre au XVIIIe siècle. C'est un peu le retour tout ce qui est architecture moyenâgeuse. Donc ils vont se rebaser sur cette architecture-là. Donc ce bâtiment a été reconstruit en 1872